Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour la suite du cycle Hammer. Et oui, ça enchaîne tous les jours, je vous propose deux nouvelles pépites signées le studio Hammer Film. Donc studio qui, je le répète, a brillé entre les années 50 à fin des années 60. On va dire jusqu'au début des années 70, allez, puis ensuite c'était un peu vraiment, je dirais, le déclin du studio avec des films de moins en moins captivants, de moins en moins intéressants, avec vraiment des films qui sont dépassés par d'autres films beaucoup plus novateurs en termes de fantastique, d'épouvante. Voilà, parce qu'il va y avoir des concurrents, évidemment. Vous vous en doutez bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui une nouvelle fois d'un autre registre qui est abordé ici avec la Hammer Film, c'est-à-dire le film, je dirais, d'horreur, gothique, encore une fois, avec non pas une histoire sur Jack l'Éventreur, mais ça aurait très bien pu arriver. Je crois qu'ils n'ont jamais tourné un seul film sur Jack l'Éventreur, et ça c'est la seule chose qui vraiment est étonnante avec le studio Hammer. Mais par contre, ils ont abordé, je dirais, le thème de façon différente, un peu comme pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en transposant, je dirais, l'histoire avec une femme sous les traits de Mrs. Hyde. Et puis ici, donc, on va avoir, je dirais, la fille de Jack l'Éventreur, donc de Peter Safdie. C'est plutôt, je dirais, l'esprit de Jack l'Éventreur qui hante la fille, donc de ce célèbre criminel donc qui a bel et bien donc existé et qui est devenu un mythe puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Et oui, on n'a jamais réussi à attraper Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, donc pour vous resituer un petit peu, donc c'est aussi donc un célèbre criminel qui égorgeait, éventrait donc ses victimes, qui a œuvré donc fin des années 1888 à peu près, donc dans le quartier principalement de Whitechapel à Londres. Et voilà, donc la littérature s'en est emparée, le cinéma également, et puis évidemment les cinéastes se sont donc plus ou moins illustrés à travers des films et des téléfilms. Et même au théâtre, on a eu des adaptations de Jack l'Éventreur, un peu plus, on va dire, difficile quand même à adapter au théâtre. Mais voilà, donc ça fait partie, Jack l'Éventreur, d'un célèbre criminel que la Hammer donc voulait aussi quelque part traiter. Alors ici, il le traite de façon très différente. Alors, il faudra quand même que je me renseigne, parce que je pense que parmi tous les films que j'ai pu voir de la Hammer, peut-être certains que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore découvert, sont relatifs à Jack l'Éventreur. Donc, il faudra que je fasse une petite vérification. Je vous dirai ça incessamment sous peu. Mais je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà eu, parmi, quand même, sur les 200 et quelques films que la Hammer a produit, un film qui consacre donc... qui se concentre plutôt sur l'histoire de Jack l'Éventreur, pardon. Voilà, bon, en tout cas, pour la fille de Jack l'Éventreur, c'est un film que je considère, encore une fois, comme quelque chose de assez brillant, toujours en termes de réalisation. En termes d'acting, je dirais simplement que celle qui joue la fille de Jack l'Éventreur, donc qui est jouée par Angara Driz, elle, on va dire, n'est pas la meilleure actrice que la Hammer ait pu utiliser. Je la trouve un peu... pas tout à fait excellente dans le rôle, on va dire. Je la trouve intéressante, mais sans être brillante, en fait. Voilà, elle n'est pas, pour moi... Elle n'est pas aussi convaincante que des actrices telles que Ingrid Pitt ou encore, bien sûr, Barbara Shelley. Et j'en passe. Donc, c'est une actrice, d'ailleurs, qui n'a tourné que ce film pour la Hammer. Voilà, donc... les acteurs principaux, donc, c'est Eric Porter, Jane Merrow, Angara Driz et Durek Joffrey. Et voilà, donc ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est de découvrir encore une fois une façon différente d'aborder, je dirais, un film autour d'une image, on va dire, célèbre de la criminalité,
donc Jack l'Éventreur, et de faire en quelque sorte donc de faire quelque chose de différent en concentrant donc l'histoire sur sa fille qui donc pour vous resituer un peu donc le pitch de l'histoire, ça commence comme quand Jack l'Éventreur donc à Londres, dans le Londres brumeux justement, victorien, voilà, de l'époque fin des années 1880, à l'aube à l'aube du XXe siècle en fait. Donc Jack l'Éventreur vient de commettre un crime, il parvient à semer ses poursuivants, il rentre chez lui. Sa femme comprend qu'il est un assassin, remarquant ses mains donc pleines de sang. Et puis donc Jack l'Éventreur poignarde alors sa femme devant les yeux de sa fillette Anna, qui en sera traumatisée à vie. On la retrouve alors qu'elle est adolescente et que donc elle se retrouve dans une phase où elle va, comment dire, elle va rentrer en transe et donc prendre une nouvelle personnalité, encore une fois ici un peu je dirais le double, qui vit à travers son esprit, le double de son père Jack l'Éventreur, puisqu'on va très vite comprendre bien sûr qu'elle est possédée par, je dirais, l'influence maléfique, l'esprit de son père depuis qu'elle a vu donc Jack l'Éventreur assassiner sa pauvre mère devant ses yeux de fillette. Voilà, donc ce traumatisme en découle une sorte d'identification pour cette jeune fille à travers vraiment les forfaits, je dirais, d'assassin de son père. Moi, j'aurais aimé que le thème dans ce film, si j'avais quelque chose à dire, j'aimerais, au niveau de l'histoire ou du scénario, j'aurais aimé que le thème sur Jack l'Éventreur soit beaucoup plus, je dirais, développé. Pas simplement concentré sur le médecin donc qui va la suivre, puisque là, on va donc à partir du moment donc où elle est recueillie par un médecin qui va lui venir en aide parce qu'elle est instable et que donc elle est sans savoir qu'elle est possédée bien sûr par l'esprit de son père Jack l'Éventreur. Donc le potentiel de départ avec le personnage de Jack l'Éventreur aurait pu être un peu plus, je dirais, en adéquation avec, je sais pas moi, peut-être l'image du fantôme de son père ou son père qui œuvre en parallèle. En fait, ça aurait été quelque chose d'assez inventif. Mais en l'état, le film est vraiment, je dirais, une belle surprise quand même, parce qu'il y a encore toute la beauté des décors, la beauté, encore une fois, du côté de la mise en scène de ce cinéma gothique de l'époque, que là, Peter Sasdy, donc le réalisateur, restitue avec beaucoup de fidélité, toujours... cette façon bien sûr très, très studieuse, très soignée de faire quelque chose alors que nous sommes en 1971 et que on va dire que le studio commence à être beaucoup plus moins, je dirais, auprès du public, et il y a moins de réussite, moins de succès des films de la Hammer. Ceci dit, donc La fille de Jack l'Éventreur n'est pas un film qui a marché, qui a quand même eu, on va dire, des critiques assez plus ou moins bonnes, pardon. Mais moi, je trouve que à travers ce film, ça prouve encore l'originalité des studios Hammer d'essayer de se renouveler, de faire autre chose. D'autant plus que le film ici donc possède encore une fois, je le dis, des beaux décors, une bonne ambiance. Une mise en scène très classique, par contre, pas d'excès dans la mise en scène. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit donc que les scènes de meurtre sont vraiment, pour l'époque, et vous le voyez à travers les images qui défilent, assez gore, oui. Bon, le sang fait toujours un peu un peu factice, bien sûr, mais les scènes gore sont assez violentes pour donc un film du début des années 70 qui sort donc en 1971 en Angleterre, puis quelques temps après donc en France. Voilà, donc même si l'intrigue ici donc est assez bien ficelée avec le docteur qui s'occupe de la jeune fille, elle reste plus ou moins, on va dire, prévisible, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste vraiment bien ficelée dans l'ensemble, surtout la fin du film qui est encore une fois assez étonnante dans l'idée de la fin. Il y a des bonnes trouvailles au niveau de la mise en scène quand même. Il y a quand même l'originalité de faire quelque chose de classique mais en même temps d'élégant dans
dans la façon de filmer les décors, de mettre en valeur, je dirais, l'ambiance du film, hein, le côté atmosphérique, encore une fois. Donc voilà, donc il y a une scène également, par exemple au niveau de la mise en scène qui est filmée à l'intérieur de la cathédrale Saint-Paul. Voilà, donc toujours cette volonté de la Hammer Film de répondre aux attentes des amateurs d'horreur du début des années 70. Voilà, donc le médecin qui est joué, qui est un peu un disciple de Sigmund Freud, c'est un médecin ambigu, donc qui cherche à comprendre un peu, je dirais, la double personnalité qui s'exprime à travers la jeune fille, qui donc hérite de l'influence maléfique de Jack l'Éventreur. Alors c'est une idée intéressante. Moi j'aurais aimé qu'on développe un peu plus, encore une fois, le côté Jack l'Éventreur, ou plutôt parce qu'elle sait pas que, puisqu'elle est en transe, elle sait pas qu'elle est, quand elle commet ses meurtres, elle ne sait pas qu'elle est sous l'influence de son père. Et en fait, c'est un peu lui qui, je dirais, commande ses actes, en fait, ses gestes. Voilà, donc le film oscille quand même entre humour et horreur, plus ou moins. Les acteurs sont de bonne facture, mis à part, je vous dis, celle qui joue la fille de Jack l'Éventreur, que je trouve pas assez, justement, qui manque de charisme un peu quand même dans le personnage. Quand elle se transforme, par exemple, à travers ses expressions faciales, etc., je trouve qu'elle a un petit... Elle surjoue, voilà, elle en fait un peu trop dans le personnage, en voulant, je dirais, vraiment s'approprier la personnalité de son père, de Jack l'Éventreur. C'est pas évident. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est tout à fait correct. Je vais dire que, vous voyez, par exemple, sur cette image où elle fait une sorte de mimique très forcée, voilà, les meurtres, comme vous le voyez à l'écran, donc, sont assez gore pour l'époque, oui. Quand même, on est au début des années 70. Il y a eu quand même des incursions à travers, je dirais, la violence quand même assez prononcée quand même pendant les années 60 pour la Hammer Film. Mais là, c'est plus appuyé. Déjà, on passe un autre cap début des années 70 avec une propension à montrer davantage des meurtres graphiques, un peu justement aussi pour faire écho à la vague de films italiens, donc les giallo, ce qu'on appelle donc les films qui nous montrent un tueur souvent masqué ou ganté, avec des codes spécifiques, donc des meurtres, enfin des tueurs en série, donc qui ont cette faculté de commettre des meurtres très chorégraphiés, très graphiques, donc avec vraiment l'accent qui est porté sur le gore, le sang, dans les giallo. Et donc la Hammer évidemment s'identifie aussi quelque part à ce que fait l'Europe, mis à part ce qu'elle a fait jusqu'ici, et donc essaie pas de copier, mais en tout cas d'être beaucoup plus explicite dans les scènes, je dirais, de violence, où cette fois-ci elle n'hésitera pas à montrer quand même des meurtres bien plus sanglants qu'auparavant. La musique qu'on entend donc est signée, je vais vous le dire tout de suite, donc je retrouve ma petite note sur le film. La musique est donc signée Christopher Gunning. Alors vous pouvez apercevoir que donc les musiques changent de façon récurrente pour pas mal de films de la Hammer, mis à part James Bernard qui a travaillé sur vraiment une vingtaine de films de la Hammer pour signer donc les bandes originales. Là, il y a eu pas mal de films aussi qui ont fait appel à des compositeurs qui n'ont pas brillé par la suite dans leur carrière, qui n'ont pas fait des grandes carrières. Voilà, comme ce Christopher Gunning. Voilà, il y en a eu pas mal qui se sont relayés pour illustrer, je dirais, la musique, les images, pour illustrer les images, pardon, des films Hammer, mais ça reste tout à fait correct pour le style des films et des histoires qu'on nous raconte. Voilà, Peter Safdie, quand même, je reviens sur Peter Safdie, qui est un réalisateur, on va dire, pas aussi emblématique, pas aussi pour moi quand même doué que des réalisateurs comme Terence Fisher, Roy Ward Baker, ou encore je pensais à Freddy Francis. D'ailleurs, je reviendrai sur 2 films de Freddy Francis avant la fin de ce cycle que j'adore, parce que c'est aussi un réalisateur que j'aimerais présenter, en tout cas à travers les films de la Hammer, et même ceux de Amicus
productions pour lesquelles il a œuvré aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a compté également. Et je trouve ça bien. Alors je me suis trompé d'image. J'ai failli afficher une image qui ne concernait pas tout à fait la même chose. Voilà, donc comme je dis, donc La fille de Jack l'Éventreur, c'est un film vraiment très très atypique qui a donc une volonté de faire quelque chose de différent, encore une fois, en alternant le gore et le drame intimiste. Voilà, donc à travers, je dirais, la légende de Jack l'Éventreur, en fait, le mythe Jack l'Éventreur, qui, je le rappelle, n'est pas qu'un mythe, puisqu'il y a vraiment eu donc un meurtrier en série qui n'a jamais été retrouvé, qui est devenu un mythe parce que justement, il a disparu, il n'a jamais été vraiment démasqué. Et Jack l'Éventreur, donc, c'est vraiment, ouais, je dirais, l'un des personnages les plus effrayants quand même de tueurs en série que l'histoire ait donné. Et il était normal que le cinéma s'en empare et l'adapte avec plus ou moins bonne facture, avec plus ou moins de réussite, bien que là on a l'image de Jack l'Éventreur plutôt qui agit à travers sa fille, quoi. Voilà, donc on retrouve également dans la réalisation de Peter Sasdy des décors donc très gothiques au niveau, encore une fois, des intérieurs. Donc aussi de la définition, je dirais, des personnages, puisque le gothique s'exprime à travers les décors, à travers les personnages, à travers aussi les éléments narratifs de l'histoire, à travers les décors extérieurs également, faits de ruelles sombres ici, de maisons de prostitution, voilà, d'endroits donc mal fréquentés, comme des bars de, on va dire ce qu'on appellerait des pubs donc où il y a, je dirais, des personnages peu recommandables qui circulent parmi la population londonienne. Voilà. Donc, on peut dire que le traitement de l'histoire est assez intéressant. Je vous dis, c'est pas le meilleur film de la Hammer. C'est encore une tentative, je trouve, qui a du mérite parce que ça fait plaisir justement de retrouver une façon, encore une fois, de se renouveler dans le genre horrifique. Voilà, donc moi je me suis pas ennuyé. Je trouve que donc ça tient encore la route parce que le Londres victorien, avec donc cette façon de nous présenter des personnages, des lieux angoissants, inquiétants. Voilà, avec grâce donc à cette ambiance et cette atmosphère qui est bel et bien présente encore une fois dans ce film. Mais voilà, c'est pas non plus, je dirais, le film le plus marquant de la Hammer. Preuve que justement, le début des années 70 deviendra plus compliqué pour le studio. Mais c'est quand même un film vraiment à découvrir, à voir pour les puristes de la Hammer. Le grand public, ce sera plus difficile, je pense pas qu'ils y trouveraient leur compte. Quoique, j'incite toujours les personnes à travers ce cycle à tenter ce genre de film, et même tous les films que la Hammer a tournés, parce que un film, c'est toujours, encore une fois, un sentiment très personnel. Voilà, donc attendez, je vais remettre quelques images pour illustrer ceci, mes propos. Donc c'est quand même toujours intéressant de découvrir l'approche des films de la Hammer dans chaque histoire qu'ils ont pu traiter à l'écran. Comme vous voyez, ces scènes très gore ici, ça on les voyait pas au début des années 50 et même jusqu'au milieu des années 60 chez la Hammer. On voyait quelques petits effets sanglants, mais pas aussi graphiques. Comme je vous dis, ça ressemble beaucoup au Giallo, la photo qu'on vient de voir avant. Celle-ci aussi, vous voyez, où les gorges comme ça, qui sont tranchées de façon très radicale, vive, avec le sang qui gicle. Donc voilà, vous voyez le trait appuyé quand même sur le jeu d'actrice de celle qui joue la fille de Jack l'Éventreur, que je trouve un peu grossier, pas très naturel en fait. Voilà, mais le docteur Eric Porter, l'acteur qui joue le docteur, excellent par contre, j'aime beaucoup Eric Porter. Voilà, donc moi je conseille quand même ce film. Parce que si je vous parle de ces films, c'est que pour moi, ils sont quand même à découvrir.
Voilà, moi j'ai pas vu, comme je le dis, encore une fois, tous les films de la Hammer. J'espère vraiment découvrir le reste. Et peut-être que je vous ferai d'ailleurs, donc la suite du cycle Hammer un jour. Hein. Si j'arrive à découvrir encore 50 films, peut-être d'ici la fin de l'année, j'en sais rien. Mais ils sont très très difficiles à trouver, franchement. Tous les films ne sont pas à la vente, ne sont pas faciles à dégoter, que ce soit en DVD. Ils passent pas souvent à la télé, sauf sur les chaînes câblées, et encore c'est de plus en plus rare. Donc que ce soit en DVD ou en Blu-ray, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de films qui sont passés à la trappe. Ça se trouve, il y a des véritables pépites, encore une fois, que j'ai manqué. Plein de films des années 60 que j'ai pas vus. Pas mal de films des années 70. Voilà, les années 50, alors il y en a encore beaucoup. Voilà. Mais j'ai encore de quoi faire quand même pour vous inciter à vous convaincre de vraiment vous pencher plus longuement sur les films de la Hammer à travers le cycle donc de ces 30 films en tout, puisque je m'arrêterai au 30e et peut-être que je reviendrai un jour si vraiment j'ai le temps de voir les autres films dont j'ai pas pu vous parler, évidemment, puisque je ne les ai pas vus et que je ne parle que des films que j'ai vus. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve très prochainement pour un rétro movies cette fois-ci. Donc un film plus contemporain dont je vous parlerai, mais un film toujours dans les décennies majeures du cinéma de genre, situé entre les années 60 à 90, pour moi. Et puis la Hammer, donc je continue, un film tous les jours jusqu'à la fin du mi-mars à peu près, ça va m'amener jusqu'à mi-mars je pense. Et puis voilà, donc n'oubliez pas également que je pense que je consacrerai, alors je sais pas quand, mais je vous le dirai, je pense que je consacrerai un cycle au studio qui a, je dirais, parfois brillé aussi en parallèle de la Hammer, qui est le studio Amicus. Voilà. Pour voilà, que pas mal de stars de la Hammer donc, ont également tourné pour le studio Amicus. Voilà. Qui était un peu le rival de la Hammer, voilà. Mais qui avait son style, enfin qui avait un style quand même assez similaire à la Hammer, mais qui avait quand même, je dirais, de très bons exemples aussi de cinéma d'épouvante gothique réussi. Mais c'est une autre histoire, je reviendrai là-dessus plus tard. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à cette semaine. Et vous souhaite une bonne semaine évidemment et je vous dis à très vite. Bye bye. Ciao ciao.